Notre histoire prend place à Camberley, au Royaume-Uni. La ville se situe à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Londres. Elle comptabilise 30 000 habitants. La ville ne s'est développée qu'à partir de l'année 1812, suite à la fondation du collège militaire royal de Sandhurst. La création d'une seconde école de l'armée britannique a favorisé l'arrivée de nouveaux résidents. L'arrivée du chemin de fer et de la gare en 1978 a permis de développer davantage la ville. Camberley gagne en réputation en raison de son air plus sain, car la ville se trouve entourée de nombreux pins. De nombreuses personnes souffrant de troubles respiratoires se sont alors déplacées en quête de guérison. Camberley n'a jamais été connu pour sa criminalité ou ses incidents, bien au contraire. Mais aujourd'hui, nous allons voir que malgré ça, des choses sombres vont s'y produire. Sharon Louise Carr est née le 21 décembre 1979 au Belize. Pour vous situer, ce pays a une frontière avec le Guatemala et le Mexique. Il se trouve sur la côte de la mer des Caraïbes, où se trouvent entre autres la Jamaïque et Cuba. Le père biologique de la jeune fille est alcoolique et violent, ce qui a conduit à la séparation avec sa mère. Elle évolue au milieu de 3 frères et sœurs, tous nés de pères différents. Sa mère est particulièrement violente envers ses enfants. J'ai pu lire qu'elle lui avait versé du poivre sur les parties génitales afin de la punir. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore ? On est déjà sur des choses très sombres. Ça commence déjà très mal avec une mère horrible. Comment tu veux que ça se termine bien avec des gens aussi détraqués ? Enfin bref. La mère de famille est également une fervente pratiquante de la magie noire. Il lui arrive de participer à des rituels où des animaux sont tués. Le couple n'est pas heureux ensemble et la séparation est inévitable. La mère de Sharon fait alors la connaissance de George Carr. L'homme exerce dans la Royal Army Medical Corps et il sert alors au Belize. Un couple se forme entre les deux, puis ils vont se marier. Sharon, qui est une petite fille, porte par la suite le nom de famille de George. En 1986, alors que Sharon est âgée de 7 ans, la famille déménage au Royaume-Uni. La famille pose ses valises à Camberley. Mais le quotidien n'est pas plus paisible dans ce nouveau pays. Le couple Carr se dispute fréquemment sous le regard de Sharon. George envisage déjà le divorce, alors que ça ne fait que quelques mois qu'ils sont en Angleterre. À ce stade, il ne vit plus sous le même toit que la famille. L'homme se décide un jour de mettre un terme à son mariage avec la mère de Sharon. Il se rend au domicile familial dans le but de s'expliquer avec sa femme. George a à peine le temps d'arriver que la mère de famille verse sur lui de l'huile bouillante. Comme vous vous en doutez, Sharon a assisté à toute la scène. George, quant à lui, est directement pris en charge à l'hôpital. Il a été brûlé à la tête, au bras ainsi qu'à la poitrine. Suite aux événements, la mère est accusée de voies de fait. Elle passe au tribunal en 1987 et elle est condamnée à une peine de prison avec sursis. Elle doit également effectuer un traitement psychiatrique sur une durée de 3 ans. Malgré cette atmosphère trouble, Sharon grandit correctement. La jeune fille est une bonne élève à l'école Cornwallis où elle a été inscrite. Elle est également décrite comme polie et serviable par le corps enseignant. Elle se fait de nombreux amis et elle s'entend en particulier avec les garçons plus âgés qu'elle. Jusqu'ici, tout va bien. Tu te dis, elle menait une vie tranquille, elle se fait des petits amis, ils s'amusent ensemble. Rien de particulier, mais tu te doutes bien que ça va pas s'arrêter là. Sinon, on n'en serait pas là pour en discuter. Sa gentillesse ne va pas durer longtemps. La jeune fille a quelques épisodes agressifs à partir de l'âge de 11 ans. Ceux-ci vont évoluer avec le temps. Au départ, c'était des moments isolés, mais ils vont prendre de plus en plus part à son comportement. Sharon remet progressivement en doute l'autorité des adultes. La jeune fille se met même à fumer de l'herbe. Ici, on ne sait pas exactement ce qui a enclenché ce changement chez elle. Pour ma part, je pense que les conflits et le divorce entre sa mère et son beau-père sont en lien. Cette transformation d'attitude ne va pas passer inaperçue. L'information remonte jusqu'à la directrice de l'école. Celle-ci prend contact avec les services sociaux quand la situation devient encore plus préoccupante. Ce signalement est entendu, de sorte que Sharon se trouve placée en foyer d'accueil. Ce placement n'est que temporaire. Sharon revient auprès de sa famille au bout d'1 mois. Entre-temps, sa mère a eu l'occasion de se lancer dans une nouvelle relation. Les enfants ont donc un nouveau beau-père. L'homme a lui-même 2 filles et le foyer est désormais composé de 8 enfants. Sharon entre alors au Collingwood College. La jeune fille est toujours aussi perturbée. Elle ne fait pas seulement preuve de violence à l'égard de son entourage. Ses camarades d'école sont également des victimes de choix
pour elle. Elle traîne avec des personnes plus âgées qu'elle. Il lui arrive même de sortir quelques fois le soir en boîte de nuit. Le 7 juin 1994, Sharon est prise de violences extrêmes. La jeune fille désormais âgée de 14 ans va suivre Anne-Marie Clifford dans les toilettes de l'école. Cette dernière est âgée de 13 ans et visiblement elle n'est pas amie avec Sharon. L'adolescente plus âgée s'approche de Anne-Marie et la poignarde brutalement dans le dos. Le coup est si violent que le poumon de Anne-Marie est perforé. La situation a dégénéré en une fraction de seconde. D'autres élèves font leur entrée dans les toilettes. Elles surprennent la terrible scène qui est en train de se jouer. Sharon est arrêtée suite à son acte. Anne-Marie est dans un état critique et elle est directement emmenée à l'hôpital. La jeune fille est sauvée de justesse. Elle est entendue quelque temps plus tard par la police. Dans son témoignage, la jeune victime révèle le visage de son agresseuse. Sharon souriait et semblait heureuse de ce qu'elle faisait. Sharon est entendue à son tour par la police. La jeune fille n'est pas spécialement impressionnée d'être en présence d'agents de police. L'adolescente a même des révélations à faire. Elle n'en est pas à son coup d'essai. Sharon s'est attaquée auparavant à des animaux, ce qu'elle révèle d'elle-même. Elle a poignardé plusieurs chats dans son quartier. Elle a même décapité un chien à l'aide d'une pelle. L'agresseuse n'est pas la seule à témoigner. Son entourage proche est également interrogé dans le but d'en savoir davantage. Un ami de la jeune fille assure qu'elle aurait brûlé vif des hamsters. Vous me connaissez, quand ça parle d'animaux, je vous jure, à chaque fois ça me fait mal au cœur. Ça, c'est un truc typique des tueurs en série. Ils sont toujours là à faire du mal aux animaux, puis à s'en prendre aux humains. Je vous jure, ça me dépasse d'avoir aucune compassion face à ces pauvres bêtes. Et tu vois un chat tout mignon, un hamster, un chien, mais qu'est-ce qui te vient à l'idée de lui faire du mal, sérieux? Complètement ravagé. Et sa folie ne va pas s'arrêter là, parce qu'elle va s'en prendre à des humains plus tard. Suite à son arrestation, la jeune fille est conduite dans un centre d'évaluation médicale. Même enfermée dans un établissement adéquat, Sharon laisse sa violence s'exprimer. Elle attaque le personnel médical et tente d'étrangler 2 personnes. L'adolescente se trouve sous le coup de 2 chefs d'accusation de lésions corporelles. La condamnation tombe rapidement en décembre 1994. Elle est détenue au gré de Sa Majesté. Ici, j'ai fait quelques petites recherches à ce sujet. Comme il n'y avait pas de mention d'année d'emprisonnement, je me doute qu'on est sur une peine spéciale. En effet, cette peine concerne les faits graves ou fondés sur les troubles mentaux. C'est également une sorte de peine à perpétuité pour les jeunes délinquants. Et rappelez-vous que Sharon a seulement 14 ans ici. Avec une telle condamnation, ça nous montre à quel point elle était dangereuse pour la société. Avoir la prison à vie alors que tu as à peine 14 ans, je suis désolé, c'est de la pure folie. Si elle a une telle condamnation, c'est que c'était un petit monstre. À mon avis, c'est qu'elle a fait des choses encore plus obscures qu'on ne le pense. Sharon est privée de sa liberté et elle ne restera pas dans le premier établissement où elle a été placée. Elle connaît de nombreux transferts dans de nombreuses unités psychiatriques. Elle n'est pas ce qu'on appelle une détenue exemplaire. La jeune fille se révèle particulièrement dangereuse à l'égard des autres détenus et du personnel pénitentiaire. Elle multiplie les attaques, obligeant l'exécution de nombreux transferts entre les prisons. La situation est telle que Sharon est envoyée dans une unité réservée aux garçons, au centre de sécurité de Highcliffe. En septembre 1995, elle est transférée à l'établissement Bullwood Hall. L'endroit est réservé aux jeunes détenus difficiles. Sharon se retrouve avec des gens qui eux aussi ont commis des crimes. La jeune fille qui a désormais 16 ans se sent plutôt à l'aise dans ce nouvel environnement. Elle côtoie des détenus de son âge qui ont le même désir qu'elle. Sharon commence alors à se confier sur ses faits passés. La jeune fille n'est pas totalement isolée de ses proches. Elle leur téléphone fréquemment et après avoir raconté son quotidien, elle parle d'un meurtre. Sharon est également en lien avec un agent de probation. L'adolescente révèle, assez fière, avoir attaqué un gardien de prison car elle avait des sentiments pour lui. Ces informations remontent auprès du personnel de l'établissement pénitentiaire. Ils sont au courant que la jeune détenue tient un journal. Si elle parle aussi facilement d'un meurtre, elle en a certainement fait mention à l'écrit. La direction de la prison prend la situation au sérieux. La police est contactée afin de tirer les choses au clair. Les policiers récupèrent les écrits et les dessins de la jeune fille. Ils sont allés jusqu'au domicile de sa mère également, pour intercepter d'anciens journaux intimes. Sharon retranscrit toutes ses pensées dans son journal intime. Le carnet révèle les terribles pensées de sa détentrice. L'adolescente y a inscrit les choses suivantes. « Je suis née pour être une meurtrière. Tuer, pour moi, c'est très important. Et ça m'élève tellement que je ne veux jamais descendre. Chaque nuit, je vois le diable dans mes rêves.
parfois même dans mon miroir, mais je me rends compte que c'était juste moi. Sharon parle d'un meurtre au fil des pages, un meurtre qui est décrit en détail. L'adolescente est même très précise dans ses propos. Les blessures sont si graphiques que Sharon ne peut pas les avoir inventées. Tout ce qu'elle a dit dans ce carnet est réel. Elle fantasme sur ce qu'elle a fait et ce qu'elle pourrait faire à l'avenir. Quand elle ne parle pas de cet acte cruel, elle dessine des couteaux. Les autorités sentent que la piste est intéressante. Elles tentent de regrouper les éléments à leur disposition avec des meurtres du secteur. De nombreuses recherches sont nécessaires afin de déterminer qui est la victime dont parle Sharon. Après quelque temps, le meurtre irrésolu de Katie Radcliffe semble être la clé. Cette jeune apprentie coiffeuse de 18 ans a été tuée en juin 1992. Son corps, touché par de nombreux coups de couteau, a été retrouvé peu après sa mort à Farnborough. La ville n'était pas très loin du lieu de résidence de Sharon avant son interpellation. Le journal de Sharon entre ses mains, la police n'a qu'à faire un comparatif avec le meurtre. Le dossier d'enquête de Katie Radcliffe comporte tous les éléments récoltés à l'époque. Le rapport médico-légal traduit l'horreur de ce que la victime a subi. Katie a eu les vêtements et les côtes arrachées par les coups. La jeune femme a également été atteinte au cœur, ainsi qu'aux parties génitales. Les enquêteurs se sont au départ dirigés vers un crime de nature sexuelle. Ils pensaient d'ailleurs que le meurtrier était un homme. Cependant, Katie n'a subi aucune agression intime ou autre. L'enquête s'est trouvée dans l'impasse assez vite, malheureusement. En effet, aucune preuve n'a permis d'orienter la police vers des suspects potentiels. Et je n'ai pas eu de confirmation de la cause de la mort de Katie. Je suppose que c'était dû à l'hémorragie, voire même à un arrêt cardiaque suite au choc de l'attaque. Par la suite, Sharon est interrogée. Elle fait mention d'un meurtre à plusieurs reprises, mais ça ne colle pas à ce qu'on lui reproche. À aucun moment, elle n'a été mise en centre pénitentiaire pour meurtre. La jeune fille est uniquement connue pour des faits d'agression et plusieurs tentatives de meurtre. Depuis Anne-Marie Clifford, d'autres personnes ont vécu les attaques de Sharon derrière les barreaux. Les détectives de police se servent du journal de la jeune détenue. Celle-ci y inscrit des passages graphiques qui sont en lien avec la mise à mort de Katie Radcliffe. Sharon fait même mention d'un bracelet de la victime qu'elle a volé sur son corps. Ces détails n'ont jamais été rendus publics. L'adolescente avoue alors son crime. C'est bien elle la responsable de la mort de Katie. Mais dans ce meurtre, elle n'était pas seule. Elle se trouvait en présence de deux amis dans une voiture. La jeune délinquante revient sur les événements ayant mené au meurtre. Il lui arrive même de rire quand elle revient sur certains éléments. Suite à ça, une reconstitution du meurtre a lieu. La jeune fille est filmée, tandis qu'elle reproduit les actions ayant conduit à la mort de sa victime. Ici, il est temps pour moi de faire la transition avec le récit du meurtre. Je vais vous le raconter tel que je l'ai compris, et aussi comment Sharon l'a raconté aux détectives. Donc suivez-moi, on va faire un retour dans le passé. Les faits se déroulent 2 années, jour pour jour, avant l'attaque contre Anne-Marie Clifford. Le 7 juin 1992, au petit matin, la jeune fille se trouve en présence de 2 amis en voiture. Sharon a passé la soirée au Ragamuffins de Camberley. La boîte de nuit est réputée dans le secteur. Elle a rompu récemment avec son petit ami et a bien besoin de se changer les idées. Au bout d'un moment, Sharon remarque Katie Radcliffe qui marche dans la rue. La jeune femme est apprentie coiffeuse. Le véhicule de Sharon et ses amis ralentit à l'approche de Katie. Une discussion semble s'engager entre le petit groupe, mais elle tourne rapidement en dispute. Katie n'a certainement pas le désir de discuter. L'apprentie coiffeuse est loin de se douter du danger qui rôde autour d'elle. Sharon a avec elle un couteau et l'objet semble la démanger. Ne me demandez pas pourquoi, je pense qu'elle aimait l'avoir sur elle. Katie est embarquée de force dans le véhicule à l'issue de la dispute. Elle est agressée intimement avant que Sharon ne se jette sur elle avec son arme. La jeune femme reçoit une trentaine de coups de couteau. Aucune partie de son corps n'est épargnée par ce déferlement de violence. Sharon parvient à déplacer le corps à Farnborough. Arrivée dans un secteur un peu isolé et éloigné de la scène de crime, Katie est jetée derrière un mur. Sharon a eu le temps de dépouiller sa victime de ses biens. Elle retire des affaires, dont des bijoux que portait Katie. Elle va les voler sans scrupule et ensuite, elle quitte les lieux. L'adolescente reprend le cours de sa vie, comme si de rien n'était. Le corps de Katie est découvert quelques heures plus tard par un groupe de garçons. En parallèle de ces faits, Sharon poursuit sa vie. Comme vous l'avez compris, sa violence gagne en intensité. Elle est connue pour mener un peu la vie dure à ses camarades, et ce même au-delà du raisonnable,
à tel point qu'elle se fait exclure 2 jours de l'école. Une pulsion demeure toujours chez elle. Ce désir la pousse à attaquer sa camarade à l'école. Et vous connaissez la suite. Revenons aux événements après les aveux de Sharon. Le témoignage de Sharon dure 27 heures au total. Pendant cette longue période, elle a le temps de modifier 3 fois sa version des faits. C'est dans les 2 premières qu'elle a fait mention de 2 complices. Les enquêteurs se sont rapprochés des 2 individus présents lors du décès de Cathy. Les 2 suspects fournissent un alibi pour le jour du meurtre. Cela permet à la fois de les écarter, mais d'intensifier le mystère autour de l'affaire. Sharon aurait trouvé le moyen seul de tirer le corps de la vue de tous. Donc elle a eu assez de force pour déplacer un corps alors que c'est juste un enfant. Avec ces true crime, je vous promets que je vais devenir parano, je vais voir des enfants tueurs partout après. Je vais me dire mais qui me dit qu'il est si mignon que ça ? Et on sait pas, on sait jamais. Non, plus sérieusement, ça fait peur, mais ça reste quand même un cas rare. Très très rare, j'ai envie de dire. Désormais, Sharon ne se cache plus. Elle parle librement de son crime au personnel pénitentiaire. Elle fait d'ailleurs de nouvelles révélations aux enquêteurs en janvier 1996. Sharon est officiellement accusée du meurtre de Cathy en mai 1996. 4 ans après avoir tué sa victime, la détenue écrit dans son journal la phrase suivante. « Respect à Cathy Radcliffe, il y a 4 ans aujourd'hui. » C'est là qu'on voit à quel point c'était un jeu pour elle. Elle s'en foutait complètement d'avoir fait tout ça. À vrai dire, on ressent aucun remords de sa part. Et ça, c'est effrayant. Le procès de Sharon Carr s'ouvre fin février 1997 à la cour de la couronne de Winchester. Il va durer 1 mois au total. Sharon, qui a alors 17 ans, nie désormais avoir commis le crime. Il ne reste plus que le journal intime de l'accusé et ses entretiens filmés avec la police comme preuve. Le sergent détective Paul Clément témoigne au tribunal. L'homme a procédé à l'interrogatoire de Sharon. Il se souvient parfaitement de l'attitude de la jeune fille. Il dira les choses suivantes. « C'était presque comme si elle était dans un autre monde. Ce qui me reste à l'esprit quand je lui parle, c'est la froideur. La plupart des gens que vous interrogez montrent un certain sentiment quant à la raison pour laquelle ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais avec elle, il y avait une absence totale d'émotion et de raison. » La mère de Cathy, Hélène, est également présente au tribunal. C'est l'occasion pour elle de parler de sa fille. Elle parle de Cathy en des termes positifs. La jeune femme était confiante et répétait souvent à sa mère qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour quoi que ce soit. Cathy était une jeune femme joviale qui vivait un quotidien normal. La mère de la victime a du mal à se tirer de ce désespoir. Elle pense d'ailleurs qu'elle portera le fardeau de la disparition de sa fille jusqu'à sa mort. Le jury ne mettra que quelques heures pour parvenir à un verdict unanime. Sharon est reconnue coupable de meurtre le 25 mars 1997. Elle est condamnée à la prison à vie. Ce verdict fait d'elle la plus jeune meurtrière du Royaume-Uni. Le juge Scott Baker ne mâche pas ses mots à l'égard de la jeune accusée. Il déclare les choses suivantes. « Ce qui est clair, c'est que vous aviez un motif sexuel pour ce meurtre. Et il est évident à la fois pour la façon brutale dont vous avez mutilé son corps et par les inscriptions effrayantes que vous avez faites dans votre journal intime que le meurtre, comme vous l'avez dit, vous excite. » Un psychologue, Gordon Tressler, a admis la complexité du crime. Si les enfants tueurs ne sont pas des cas isolés, ils s'en prennent généralement à d'autres enfants. Sharon s'est tournée vers une jeune femme plus âgée, avec violence. Il assure également que sa dangerosité n'était plus à prouver. C'est une personne extrêmement dangereuse, parce qu'elle est clairement prête à tuer sans motif adéquat. Cela rend sa conduite très imprévisible et très dangereuse. Elle est un grand danger pour la société. Sharon est conduite en prison. Le comportement de la jeune fille est toujours aussi difficile. La détenue est toujours là à s'attaquer aux autres. Après des années derrière les barreaux, Sharon Carr est désormais âgée de 44 ans. Elle effectue sa peine au HMP Bronzefield, dans le sud-ouest de Londres depuis 2021. La détenue aura passé le tiers de sa vie en prison. On se retrouve pour la conclusion de notre affaire. Et comme vous venez de le voir, cette histoire est complètement dingue. Ici, j'aimerais vous demander finalement pourquoi cette jeune fille avait un tel comportement. J'ai l'impression que son éducation et sa jeunesse y sont pour beaucoup. Notamment les passages avec sa mère, souvenez-vous. Le fait qu'elle ait pu subir des choses horribles lui a donné en retour envie de faire des choses horribles. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai hâte d'avoir vos retours dans les commentaires. Sharon Carr est une jeune femme issue d'un milieu très compliqué. Elle est née dans une famille pauvre où elle a connu des violences extrêmes. Malgré tout, c'était une enfant polie
et une bonne élève à l'école. Cependant, son comportement a changé du jour au lendemain. Son tempérament est devenu agressif, poussant une directrice d'école à agir. Sharon a été placée en famille d'accueil 1 mois seulement suite à un signalement. La jeune fille n'a pas changé et des pensées l'ont gagnée. Elle s'en est prise à des animaux, puis à des personnes. À seulement 12 ans, elle a commis un meurtre et n'a pas été inquiétée. Ce n'est qu'une autre tentative de meurtre au sein de son école qui l'a fait arrêter. Il faudra encore des années pour que sa vantardise ne la trahisse. Elle tenait également un journal dans lequel elle avait raconté ce qu'elle avait fait. Ses propos filmés ainsi que ses écrits ont été nécessaires pour l'accusation. Sharon n'a plus jamais admis sa responsabilité dans le crime. Elle a été condamnée à la prison à vie suite à son procès. L'accusée n'avait pas encore 18 ans. Aujourd'hui encore, elle se trouve derrière les barreaux. Ici, toutes mes pensées vont à Cathy ainsi qu'à ses proches. Elle n'aurait jamais dû perdre la vie ainsi. Depuis de nombreuses années, dans l'État de Floride, aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des faits de délinquance ou de criminalité. Même si les chiffres sont plutôt en baisse ces dernières années, il reste tout de même près de 300 personnes qui patientent dans le couloir de la mort, attendant d'être exécutées. Dans cet état, la condamnation à mort peut être votée par un jury et mise en place pour les individus accusés de meurtre avec préméditation. Il y a aussi les cambrioleurs, agresseurs sexuels, assassinats d'agents de police ou pour tout autre crime jugé comme particulièrement violent. Récemment jugé, Wade Wilson fait désormais partie de l'un de ces individus. Mais avant de nous tourner dans le cœur de l'affaire, on va s'intéresser à lui. On va remonter ensemble dans le passé pour savoir qui il était exactement. Le jeune Wade est né le 20 mai 1994 quelque part aux États-Unis. Dès le départ, son existence est déjà semée d'embûches qu'il n'a d'autre choix que de subir. Il faut dire que c'est un garçon qui n'a pas forcément été désiré. Ses parents avaient seulement 14 ou 15 ans lorsqu'ils ont découvert la grossesse. Longtemps, sa maman a dû lutter contre des problèmes de santé mentale et de dépendance à certaines substances. Manifestement proches de la religion chrétienne, les deux jeunes parents allaient régulièrement à l'église. Ils étaient accompagnés d'une famille avec qui ils avaient lié une relation, la famille Wilson. Voyant la stabilité de cette famille et la situation qu'ils étaient en train de traverser, une décision difficile et radicale fut prise pour le jeune Wade. Entamer des démarches afin que les Wilson l'adoptent. Ces derniers, déjà parents de 2 filles, étaient prêts à l'éduquer. Et ce ne serait pas un souci financièrement pour eux pour accueillir une nouvelle personne. Et c'est ainsi que Wade devient Wade Wilson. Et pour ceux qui se poseraient la question, son nom n'a strictement rien à voir avec le personnage de Marvel Deadpool. C'est juste une pure coïncidence. Enfin bref, les années passent et selon les dires de la famille adoptive, le jeune Wade Wilson était un enfant qui s'était très bien adapté dans son environnement, familial ou autre. C'était un garçon qui avait manifestement beaucoup d'énergie à revendre. À l'âge de 13 ans cependant, cette même famille rapporte que la personnalité de Wade a commencé à changer radicalement. Peu à peu, le garçon sage et vif serait devenu paranoïaque et se serait renfermé sur lui-même. Et il va même dire de son propre aveu que c'était devenu un gros consommateur de drogue. Sa paranoïa fut détectée à plusieurs occasions, notamment parfois alors qu'il était en famille à la maison. Il avait l'impression que des gens les surveillaient à travers les carreaux des fenêtres. Dans ces moments-là, il tenait à ce que les stores soient fermés. D'autres fois, il angoissait à l'idée de la présence de quelqu'un dans le garage. Paniqué, il aurait un jour prévenu son père, qui, le prenant très au sérieux, avait fini par appeler la police. Mais jamais rien ni personne n'avait été retrouvé dans cette pièce. Une autre fois, la même année de ses 13 ans, son père aurait retrouvé de la drogue dans ses affaires. Très contrarié par cette découverte, il aurait pris contact avec les forces de l'ordre qui auraient emmené Wade. Le but était sûrement de l'impressionner, en espérant qu'il ne consomme plus. Il fut libéré le lendemain, mais la tentative fut un échec. Sur le plan de la scolarité, le jeune Wade était plutôt un bon élève. Il était semble-t-il également excellent en éducation sportive. D'ailleurs, entre l'enfance et l'adolescence, le jeune homme a subi de multiples blessures à la tête en faisant du sport. Certaines de ces blessures sont allées jusqu'à des commotions cérébrales plus ou moins légères. Toutes les petites informations que je vous cite ici sont très importantes pour la suite de l'affaire. Retenez tout parce qu'à la fin, j'ai hâte d'avoir vos hypothèses. En grandissant, le jeune Wade Wilson se transforme peu à peu en un solide jeune homme à la carrure imposante.
Mais dans sa tête, il ne va pas bien du tout. Il va s'enfoncer progressivement dans un mal-être qui va l'entraîner dans le rejet des règles, du cadre ainsi que dans la délinquance. Pour commencer, il est mis à l'écart de l'école pour avoir vendu de la drogue. Mais ce ne sont que le début des ennuis pour lui. À partir de 2010, Wade était déjà accusé de 20 délits, notamment des agressions et des fraudes. À cause de ça, il fera des allers-retours en prison pour mineurs. À 18 ans et à 20 ans, Wade subit 2 accidents de voiture, dont un très violent qui lui cause une nouvelle commotion cérébrale. Au vu des circonstances et de ses nombreuses blessures crâniennes, tout au long de ces dernières années, il est préconisé de lui faire passer plusieurs Tomodens cytogrammes. Je vous vois venir. Qu'est-ce que tu racontes, Mogo? Tomodem cytogramme. C'est un sortilège ou... Non, sérieux, on dirait un sortilège dans Harry Potter. Mais je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Tomodem cytogramme. J'arrête de faire le con. Tomodem cytogramme. On dirait vraiment un sortilège. C'est un examen d'imagerie qui permet de reconstituer des images de votre cerveau à l'aide de rayons X. En gros, c'est un scanner cérébral. Pour Wade Wilson, ces examens n'ont jamais montré de fracture ou de saignement et donc a priori pas de conséquences. Durant toutes ces années, les parents biologiques de Wade n'avaient manifestement aucun contact avec lui. Ce n'est qu'à l'âge de sa majorité que Wade a décidé de renouer contact avec son père. Selon ce dernier, Wade l'appelait régulièrement pour parler ou lorsqu'il avait besoin de quelque chose, comme de l'argent. En 2018, alors que Wade a autour de 24 ans, il fait la rencontre sur internet d'une certaine Kelly Matthew. Entre eux, le courant passe tout de suite. Lors d'un entretien livré plus tard à la police, cette dernière qualifie Wade comme étant un homme charismatique et poli, et c'est justement ça ce qui lui avait plu. Très vite, ils entament donc une relation amoureuse et passent beaucoup de temps ensemble. Mais la relation vient à peine de commencer qu'il y a déjà quelque chose qui cloche. Pour commencer, Wade se présente à Kelly avec un autre nom, comme pour cacher son identité. Ainsi, des semaines durant, Kelly l'appellera Steven. Elle racontera plus tard qu'elle découvrira d'elle-même sa véritable identité, en tombant par hasard sur une lettre qui lui était adressée. Au bout de quelques mois, Wade commence à consommer de la drogue. Jusqu'ici, ce n'était encore jamais arrivé dans leur relation. Même s'il avait un passé de quelqu'un qui avait déjà consommé, il n'avait jamais franchi le pas en couple. Jusqu'à un jour où il va complètement déborder. Et là, on parle pas de drogue douce, non. On parle de crack fumé en pipe. À partir de là, les choses prennent un tournant dans le couple. Elle déclarera plus tard que leur relation était devenue toxique, mais sans agression physique, du moins pour le moment. Début 2019, et avec l'aide de Kelly notamment, Wade accepte finalement d'entamer une cure de désintox dans un centre à proximité. Mais la démarche ne dure pas longtemps, car Wade finira par abandonner. Selon les dires de Kelly, Wade préférait se rendre dans un autre centre à Florida Keys, dans les îles de l'extrême sud de Floride. C'était un environnement paradisiaque et elle n'aimait pas cette idée. Difficile de dire pourquoi, mais de ce que j'ai compris, elle pensait qu'il avait plutôt dans l'idée d'aller rencontrer quelqu'un là-bas, peut-être une femme. Cette mésentente est déclencheur d'une dispute très violente, qui allait changer à jamais l'opinion de Kelly au sujet de Wade. À ce moment-là, le couple est dans un parking et Kelly raconte: « Je suis retourné dans la voiture et j'ai mis ma ceinture de sécurité. Et c'est là qu'il a commencé à m'étrangler. Il m'a étranglé 2 ou 3 fois. J'ai commencé à m'évanouir. Je paniquais. » La suite, Kelly la détaille sur une vidéo qu'elle publiera plus tard sur un autre réseau social. Elle explique que Wade était hors de lui. Il l'aurait attrapé puis emmené à l'arrière de la voiture. Il aurait ensuite sorti un couteau pour déchirer tous ses vêtements. Une fois fait, il s'était mis à l'agresser sexuellement. On ne sait pas exactement quand, mais ce monstre lui aurait également mordu la lèvre et le menton jusqu'au sang, comme on peut le voir sur ces photos. Après cet acte d'une cruauté inqualifiable, Wade attache une chemise autour de son visage pour l'empêcher de voir. Il lui met un bâillon pour l'empêcher de parler. Il va lier ses pieds et ses poings afin qu'elle ne bouge plus. Il se remet au volant et roule directement jusqu'au lieu où il désirait se rendre, les Florida Keys. Juste avant d'arriver à destination, Wade détache Kelly. On peut l'imaginer très choquée à ce moment précis. Elle n'attaque pas son agresseur. Une fois sur place, Wade arrête le moteur de la voiture. Il lui remet les clés et sort pour rejoindre une femme et part avec elle. Et puis c'est tout. L'histoire ne dit pas où ils sont allés. Ce qu'on sait, c'est que Kelly est désormais seule. Apeurée et désorientée, elle prend la décision de retourner directement chez elle en voiture. J'ai roulé à 160 km/h tout le long du chemin du retour, en espérant juste que je me ferais arrêter.
J'aurais dû m'arrêter à une station-service ou quelque chose comme ça, mais je pensais que personne ne me prendrait au sérieux. Quand elle est enfin rentrée à la maison, avec sa mère, ils ont décidé d'appeler la police. Et Kelly s'est rendue directement à l'hôpital avec des adjoints du shérif. Ils ont récupéré un kit d'agression sexuelle et des photos de ses blessures ont été prises. Plus tard, Wade Wilson sera interpellé, mais celui-ci démentira formellement toutes les accusations. Malheureusement, par manque de preuves, il ne fera l'objet d'aucune poursuite. Là, c'est un immense coup dur pour Kelly et la famille Matthew. Dans le rapport, les agents en charge de l'affaire indiquent qu'il n'y a aucun témoin du crime présumé et qu'aucune preuve ne peut établir la véracité des propos de la présumée victime. C'est donc une parole contre une autre. Pour Kelly, le système l'a laissé tomber. Il n'a pas fait son travail. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut faire quelque chose d'aussi grave à quelqu'un d'autre et ne pas être enfermé pour ça. Tout ce qui est arrivé après aurait pu être évité s'il m'avait écouté, s'il l'avait mis en prison à l'époque. Oui, vous l'avez compris, Wade Wilson en est loin d'avoir terminé avec sa brutalité. Désormais impuni et livré à lui-même, il est capable de tout. Et sachez que si on est là pour en parler, c'est qu'il va se diriger vers un destin très très sombre. Quelques mois après l'agression de Kelly Matthew, le 6 octobre 2019, Wilson décide de passer la soirée dans un club dansant de Cap Coral, en Floride. Là-bas, il rencontre Christine Melton et flirte avec elle. Ils finissent la soirée ensemble et passent la nuit. Au matin, alors que Christine dort encore, Wade se lève sans faire de bruit. Il se place près d'elle, debout. Là, il positionne ses deux mains autour de son cou et serre de toutes ses forces. Christine a à peine le temps de comprendre ce qui se passe qu'elle s'évanouit. Mais cette fois-ci pour ne plus jamais se réveiller. Après son premier meurtre, Wade aurait volé quelques objets de valeur dans la maison. Puis pour finir, il s'est emparé de la voiture de Christine. Dans le jargon de la psychiatrie, on pourrait dire que Wade était en pleine phase de décompensation. En pleine folie meurtrière, il n'était plus lui-même. Au volant de la voiture volée, il rôde toute la matinée dans les rues de Cap Caporal, cherchant sa prochaine victime. Et ça pouvait tomber sur n'importe qui. Au détour d'une rue, il repère une femme seule. Elle s'appelle Diane Ruiz. Il est encore tôt et elle se rend à son travail. Elle est mère de 2 enfants et barman. Ce que va lui faire subir Wade Wilson est d'un incroyable sadisme. S'arrêtant à sa hauteur, il lui demande son chemin pour l'attirer. Après l'avoir convaincue de monter, il l'étrangle à mort comme Christine. Mais Diane est tenace. Voyant qu'elle ne meurt pas aussi facilement, Wade décide de la mettre sur la route pour lui rouler dessus. Plus tard, les expertises rapporteront que ce malade l'aurait écrasé entre 10 et 20 fois, avant que Diane ne rende l'âme définitivement. Entre 10 et 20 fois, vous vous rendez compte? Il va rouler sur elle entre 10 et 20 fois, jusqu'à ce qu'elle meure complètement. Ce mec était un véritable monstre. Après ça, il cachera son cadavre dans un champ, où elle sera retrouvée 3 jours plus tard, en proie aux animaux sauvages. Tout ce qu'on entend ici est vraiment affreux, et d'une violence inouïe et gratuite. Et je peux pas m'empêcher de me dire que ça aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous. Cette pauvre femme n'avait rien demandé et elle a été prise pour cible. Je vous promets que quand j'entends des histoires pareilles, je me dis qu'on vit dans un monde de fous. J'ai beau avoir fait de nombreuses histoires sur la chaîne, toujours je me répète dans ma tête, mais cette société est vraiment dangereuse. Il y a des gens vraiment pas nets qu'on ne doit absolument pas rencontrer. Je veux pas vous rendre parano, mais ça fait putain de peur. Tu vis ta vie tranquillement avec tes soucis, tes projets, tes rêves. Tu vas banalement au travail un matin, et là, tout est réduit à néant car tu as voulu aider quelqu'un. En voulant simplement aider un parfait inconnu, ton existence prend fin et de la pire des manières. Donc vraiment mes amis, et vous allez me dire, non, ça peut pas m'arriver, je vis dans une ville en toute sécurité. Franchement, faites attention à vous. Ces choses-là, ça peut nous arriver quand on s'y attend le moins finalement. Et franchement, profitez de cette vie, parce qu'on sait pas de quoi demain est fait. Enfin bon, reprenons. Comme je le disais plus tôt, Diane Ruiz était mère de 2 fils, un de 29 ans et l'autre de 19 ans. Pour dire quelques mots en sa mémoire, ses collègues se souviendront d'elle comme n'ayant jamais manqué un quart de travail au cours de ses 5 années en tant que barman. Diane sera décrite comme étant un cœur battant, qui a toujours soutenu son prochain. Elle avait cette personnalité qui était vraiment magnifique. Elle avait ce rire très fort, qu'on pouvait entendre à 1 kilomètre de distance. Elle était âgée de seulement 43 ans. J'aurais souhaité dire quelques mots pour Christine également,
Mais hormis le fait qu'elle avait 35 ans, il n'y a que très peu d'informations sur ce que fut sa vie avant le drame. On lui souhaite néanmoins, tout comme Diane, de reposer en paix, et ce quel que soit l'endroit où elle se trouve. Et beaucoup de courage à leur famille dans cette épreuve. La tuerie aurait pu s'arrêter là, mais Wade Wilson n'a pas encore éveillé de soupçons. Il reprend donc le volant de la voiture de Christine, à la recherche d'une nouvelle proie. Cette fois, il sait où il va. Chez une ancienne petite amie, Mila Montanez. Selon certains médias, Mila aurait pu subir quelques actes de violence de sa part dans le passé. Elle n'habite pas loin, et il faut que quelques dizaines de minutes au tueur pour retrouver sa trace. Wade tente alors de la traîner dans la voiture, mais Mila se débat férocement, et heureusement, elle parvient à s'enfuir. Elle était à 2 doigts de se faire attraper par ce monstre. Et comme c'était un échec, l'agresseur repart de son côté. Dans les heures qui suivent, la police est lancée à sa recherche. Le lendemain, 8 octobre, il est interpellé puis arrêté. À partir de là, Wade ne sera plus remis en liberté. Et c'était une bonne chose. Cette fois-ci, il est difficile pour Wilson de simplement nier les faits qui lui sont reprochés. Et de toute manière, il ne semble même plus avoir la volonté de démentir. Donc il choisit d'admettre la vérité lors de son premier entretien. Il avoue les 2 meurtres et l'agression envers Mila. Il admet ces 2 meurtres lors de son premier entretien avec la police. Il se confie également à son père biologique dans une déclaration glaçante. Selon ce dernier, Wade aurait parlé de cette tuerie avec une grande excitation dans la voix et avec le désir non dissimulé que son père ressente la même chose que lui. Par la suite, Wilson se rétractera sur ses aveux, peut-être sur conseil de ses avocats ou pour une autre raison. Mais son père biologique témoignera quand même contre lui lors du procès. L'échange avec Wade l'avait beaucoup marqué et il pense qu'il aurait tué à nouveau. C'était sûr selon lui. Pour lui, c'était mieux pour tous qu'il soit enfermé et surveillé. Et j'avoue que c'était une décision assez sage au vu des circonstances. Parce que je rappelle que ce malade a tué 2 personnes et il a failli en tuer 3. Et qui sait ce qu'il aurait pu faire d'autre s'il n'avait pas été arrêté. On était clairement sur la naissance d'un nouveau tueur en série. En prison, Wade est suivi, mais son comportement semble se détériorer. Alors qu'il est en attente de son procès, le double meurtrier se tatoue une grosse croix gammée sur le côté du crâne et une plus petite sur le visage. Dans son dossier, il est noté qu'il s'est lié à un gang carcéral, celui de la suprématie blanche appelé Unforgiven. Interrogé sur ce point lors d'une interview téléphonique, il refuse d'aborder ce sujet. Wade reste relativement secret sur beaucoup de choses, et ses idéologies en font partie. Difficile donc de dire si ce tatouage est une provocation, une contrainte pour se faire accepter d'un groupe de prisonniers, ou la manifestation d'une conviction véritable. Au cours de ses longs mois derrière les barreaux, Wade Wilson rencontre quelques psychiatres qui lui diagnostiquent un certain nombre de troubles. On peut lire dans les dossiers de la prison que Wade souffre notamment de dépression, d'anxiété, de troubles schizoaffectifs, qui est une combinaison de troubles bipolaires et de la schizophrénie, mais aussi des troubles de déficience et d'une personnalité antisociale. En dépit de ces traitements, ces difficultés déjà présentes dans la société civile ont tendance à s'empirer en prison. Wade peut ainsi s'attirer de nombreux problèmes comme des bagarres avec les autres détenus. Au cours de certaines d'entre elles, il a de nouvelles blessures à la tête et il va même se faire casser quelques dents. Un jour, 3 prisonniers l'ont roué de coups. Toutes ces aventures ne l'aident pas à aller mieux, bien au contraire. Le docteur Iman Ensenstein, un neuropsychologue, et le docteur Mark Mills, psychiatre légiste, effectuent une batterie de tests sur Wade. Ils croisent leurs résultats avec les informations recueillies dans ses dossiers scolaires et ses anciens tomoden cytogrammes. Je vous promets, je m'y ferai jamais à ce nom. Et dites-moi si vous avez déjà entendu ce test auparavant. Et essayez de le dire, tiens, et envoyez-moi le vocal sur Instagram en privé. J'ai envie de vous voir galérer aussi, bande de fourbes. Bref, les docteurs s'adressent également à sa famille adoptive. Le but étant de récolter un maximum d'informations sur le double meurtrier, afin d'établir le diagnostic le plus précis possible. Après de nombreuses heures de travaux, le docteur Ensenstein conclut que Wade Wilson souffre probablement d'une déficience importante du lobe frontal, affectant les fonctions exécutives. À savoir que le lobe frontal renferme la partie du cerveau qui est responsable du contrôle des impulsions, aussi de l'organisation, de la résolution de problèmes, de la régulation émotionnelle et de la motricité. Par ailleurs, il conclut également d'une déficience du côté droit du cerveau. De son côté, le Dr Mills conclut que Wade souffre d'un trouble psychotique. Il ne sait pas comment le définir plus précisément
étant donné que Wilson n'était pas coopératif lors des entretiens. Ce sont tous ces éléments qui seront rapportés et utilisés pour la défense de Wade lors de son premier procès. Mais l'accusation les contestera, en déclarant que les tests Tomoden-cytogramme effectués par Wade après son accident de voiture n'avaient absolument rien révélé. Et peut-être que sa consommation excessive et prolongée de drogue pourrait être l'explication de ses comportements et symptômes présentés. À l'issue de son procès, Wade est reconnu coupable des 2 accusations de meurtre au premier degré, ainsi que de vol qualifié, de coups et blessures et de cambriolage. En 2020, Wilson et son compagnon de cellule sont accusés d'avoir trafiqué une fenêtre de leur cellule pour tenter de s'évader. Wilson, reconnu comme le principal planificateur et instigateur de ce plan, aurait également essayé de mettre en place une voiture de fuite près de la prison. En 2023, 2 sacs à fermeture éclair sont découverts à l'extérieur de la prison et sont testés positifs à la méthamphétamine. Il est soupçonné que ces drogues auraient pu alimenter un trafic dans la prison. Il y a très peu d'informations sur cette histoire, mais on sait que Wade était impliqué et que forcément tout ça s'ajoute à son dossier. Une autre fois, un détenu aurait essayé d'engager Wade pour l'aider à orchestrer un meurtre sur l'ex de ce détenu. Mais Wade a eu le bon réflexe, celui de le signaler au personnel pénitentiaire. Bref, la vie carcérale de Wade n'est pas de tout repos. Du fond de sa cage, il écrit de nombreuses lettres à une chaîne américaine, dans l'espoir d'obtenir une interview et un peu d'attention pour se défendre. Au cours d'un entretien vidéo, il déclare qu'il était en réalité victime d'un coup monté, entièrement orchestré par un réseau de crimes organisés dont il faisait partie lorsqu'il était libre. Selon ses dires, son rôle à lui était de préparer des femmes pour cette organisation. Mais alors qu'il avait décidé de partir de ce réseau, il prétend que celui-ci aurait fait en sorte qu'il soit accusé de ces 2 meurtres, en guise de punition pour avoir tenté de fuir. Il déclare notamment que ce réseau est responsable de trafic humain et de vente de drogue. À l'écoute de ce récit, les autorités sont très sceptiques. Ils ne croient pas vraiment à l'existence de ce réseau. Pour eux, il n'existe pas. Alors ici, soit Wade délire complètement, soit il dit la vérité, soit il ment pour essayer de se sauver comme il peut. À l'issue de sa dernière comparution en juin 2024, il est reconnu coupable de 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. À cette occasion, 10 des 12 jurés ont voté qu'il devrait être mis à mort pour le meurtre de Diane Ruiz. Et 9 des 12 ont voté également pour sa mort dans le meurtre de Christine Melton. À savoir qu'en Floride, la loi exige que 8 jurés votent en faveur de la peine de mort pour que celle-ci soit imposée. Cette sentence serait donc actée. Wade Wilson devra mourir. Mais son avocat ne baisse pas les bras pour autant. Celui-ci demande un nouveau procès. Il cite des changements récents dans la législation, concluant que la recommandation de mort du jury violerait les droits constitutionnels. Il affirme que le tribunal a commis une erreur au sujet de cette loi de l'État de Floride, qui permet à un jury de recommander la mort si au moins 8 jurés votent en faveur. Il indique qu'avant l'entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la recommandation de mort d'un jury nécessitait un vote unanime des jurés. Et ce qui est dit est vrai, sauf que sur la base de quelques recherches, dans des articles américains, il semblerait que cette loi des 8 jurés soit applicable depuis 2023. Donc Wade serait forcément concerné ayant été jugé après 2024. Mais bon, peut-être que certains détails nous échappent. Laissons faire les professionnels qui connaissent beaucoup mieux la Constitution américaine. Parce qu'avec toutes ces lois qui arrivent, qui disparaissent, ça devait être un gros bordel. Et sur la base de cet argumentaire, Wade Wilson et son avocat demandent donc soit un nouveau procès, soit un jugement d'acquittement pur et simple. Mais tout ça, cette demande ne pourrait servir à rien. Les jurés ont voté et la sentence devrait être irrévocable. Ainsi, si tout se passe comme prévu, Wade Wilson sera exécuté soit par chaise électrique, soit par empoisonnement, le 23 juillet 2024 dans la prison de Rayford, dans l'état de Floride. Et à la date où cette vidéo est postée, il est peut-être déjà mort. Et si vous voulez que je vous donne l'info et qu'on puisse discuter de cette affaire, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram Mogota-sama. Sur ce, j'aimerais avoir vos avis concernant cette affaire et ce que vous en avez pensé. Donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires, j'ai hâte qu'on puisse débattre.